Nous avons parlé au professeur Carlo Moreno, qui est donc le directeur scientifique de la chaire ETI Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est à l'origine en fait d'un projet de recherche qui s'appelle Porte de Paris et qui a donné naissance à un nouveau concept dont vous avez peut-être entendu parler. Ça s'appelle la ville du quart d'heure. On l'écoute. On s'est posé la question sur une ville-monde comme Paris, comment on pouvait avoir une approche qui soit en même temps scientifique et en profondeur sur les nouvelles temporalités urbaines et pratique pour, dans les territoires très concrètement, identifier quels sont les vecteurs des nouvelles temporalités qui assurent une qualité de vie pour rééquilibrer les fonctions sociales urbaines dans un territoire. Porte de Paris est un programme de recherche que nous avons lancé il y a 2 ans dans l'esprit autour de quelques quartiers du nord-est parisien qui en plus est traversé par les projets urbains des Jeux Olympiques à l'horizon 2024. Donc formuler des hypothèses, des nouvelles temporalités qui ont abouti à quelques ruptures comme la ville du quart d'heure et d'autres. Donc c'est un projet qui pour moi en tant que scientifique me permet de faire des allers-retours entre la théorie et la pratique, puisque c'est la meilleure manière de faire une science qui contribue à faire avancer les problématiques urbaines avec des pistes qui soient dans l'esprit d'échanger un peu la vie. Le chrono-urbanisme est une discipline scientifique qui a toujours traversé la vie urbaine. Il faut rappeler que Lewis Mumford, donc, qui était un grand historien des sciences et des technologies, mais également de la vie urbaine, écrivait que la révolution industrielle n'était pas forcément la machine à vapeur qui était l'élément marquant, mais c'était le fait que Taylor, donc Frédéric Taylor, quand il a créé les bureaux de méthode, il a mesuré le temps qui permettait d'accomplir une tâche qui était celle qui était reproduite ensuite par les ouvriers, et qui a marqué avec des Taylorismes le monde moderne, suivi du Fordisme, on avait toujours avec le temps qui était le marqueur principal. Mais le temps que nous avons connu dans l'époque moderne, issu du Taylorisme et du Fordisme, a façonné nos vies urbaines, puisqu'il a donné lieu à une mesure très précise de la manière de produire, et donc de la manière que la vie urbaine était agencée. Mais la ville a été segmentée spatialement. Les lieux de production ont divergé des lieux d'habitation. La ville elle-même s'est spécialisée et s'est segmentée. Les centres historiques, les centres administratifs, les quartiers des gens les plus aisés, les quartiers plus populaires, les quartiers de classe moyenne. Et donc la temporalité urbaine s'est perdue au profit du temps de production et du temps de consommation. Le chrono-urbanisme est venu interroger la manière comme le temps est utilisé finalement par les habitants d'une ville. Et on s'est aperçu que le temps, en reprenant la racine grecque chronos, était devenu uniquement du temps calendrier, c'est-à-dire du temps des productions-consommation. Et que les 2 autres temps des Grecs, donc les kairos comme le moment de la créativité, ou les aions comme le temps de l'immanence, de la spiritualité et de l'intimité, sont partis au profit du productivisme. Donc nous voulons, avec les chrono-urbanismes, questionner en profondeur le rythme de la ville pour retrouver l'état utile dans ces 3 dimensions, des productions certes, des créations et des intimités spirituelles. C'est la pierre angulaire d'une nouvelle manière de raisonner face au changement des vies radicaux et inéluctables si on veut réussir la lutte pour le climat. Et jusqu'à maintenant, l'urbanisme moderne s'est beaucoup concentré avec une démarche néopositiviste pour satisfaire des besoins, avec beaucoup d'infrastructures qui permettaient d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, ou alors avec la technologie, la Smart City technologique, avec beaucoup de capteurs, beaucoup de silicium, beaucoup d'algorithmes, dans l'espoir de résoudre des problèmes de très grande complexité de la vie urbaine,
qui sont avant tout un défi écologique, un défi économique des créations de valeur et des partages des richesses, un défi social pour la ville beaucoup plus inclusive, en tout cas beaucoup plus équitable. L'urbanisme par les usages inverse le problème, puisque l'urbanisme par les usages il se pose la question de dans quelle ville nous voulons vivre. Et donc, quels sont les usages fondamentaux à satisfaire pour avoir non pas une ville intelligente, mais des citoyens heureux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En accordant à la qualité de vie une place particulière, nous nous interrogeons comment les usages façonnent la ville. Les usages de quoi? Les usages de 6 choses élémentaires: le logement, le travail, faire ses courses, sa santé, la culture, les loisirs. Ce sont 6 choses qui s'épanouir. Ce sont 6 choses qui semblent tellement élémentaires qu'en fait on les a oubliées dans la manière de accéder à la ville par la jouissance de ces éléments-là. Et donc Italo Calvino il dit dans son livre Les villes invisibles, tu ne jouiras pas par les 37 merveilles que la ville t'offre, tu jouiras de la ville par les réponses qu'elle t'apportera à l'une de tes questions. C'est ça l'urbanisme par les usages. Dans la logique du chrono-urbanisme, dans la logique de l'urbanisme par les usages, nous venons donc à un concept d'une ville dans laquelle on veut casser la segmentation spatiale et sociale qui a façonné nos villes sur la deuxième moitié du XXe siècle, avec les 3 éléments matériaux majeurs, le béton, le pétrole et le plastique, qui ont dirigé nos villes avec cette approche productiviste, consumériste. Donc, on a assisté à l'émergence de lieux bien spécifiques de la ville pour lesquels il fallait absolument assurer des déplacements, notamment les déplacements pendulaires de plus en plus importants pour lier le domicile avec le travail. Quand on réfléchit sur le rythme de la ville, quand on dit qu'il faut quitter la mobilité obligée pour aller vers la mobilité choisie, quand on dit qu'il faut délocaliser les fonctions sociales urbaines pour distribuer et les balancer de manière beaucoup plus optimisée pour accéder dans un rayon plus court à ces fonctionnalités, nous avons un nouveau concept qu'on appelle la multipolarité pour dire la ville multicentrique. Nous sommes habitués dans le monde numérique à Internet, dans lequel il n'y a pas de centre. C'est la phrase de Pascal, une circonférence qui a son centre nulle part. Et donc, Internet est maillé. On peut passer d'un nœud à l'autre et sans jamais être focalisé plus sur un point que sur un autre. Nous voulons, au XXIe siècle, transcender donc, la ville dont nous avons hérité avec sa segmentation pour, avec une ville multicentrique, offrir une autre manière donc d'être en relation avec la ville, avec la nature et avec les hommes et femmes qui l'habitent. Donc la ville multipolaire, la ville multicentrique, la ville maillée, ce sont les mêmes mots pour dire que nous avons besoin de décentraliser la ville pour désaturer l'espace public, pour désaturer la ville, pour construire une métropole à l'échelle humaine et pour donner aux citoyens une place qui leur permette suffisamment d'être dans un univers urbain apaisé, beaucoup plus calme et plus en harmonie avec nos rythmes vitaux. Paris est ma ville, bien sûr. J'habite depuis 42 ans, de manière ininterrompue. Je vis avec Paris une relation extrêmement forte, puisque cette ville me passionne, comme beaucoup de monde, et j'ai la chance, effectivement, de collaborer avec des personnalités hors du commun. Donc, Paris a la chance d'avoir élu, donc, il y a 6 ans, une maire, Anne Hidalgo, et avec qui j'ai eu une convergence pratiquement immédiate, parce que dans son programme, elle a mis au cœur le changement climatique. Elle s'est investie par rapport au réseau mondial des villes de C40. Elle a compris avant tout le monde
qu'il fallait donner à la ville des qualités par rapport à son air, par rapport à son eau, par rapport à la végétalisation, qu'il fallait ouvrir la ville donc, sur une autre manière de vivre, notamment avec des déplacements, avec des mobilités, avec des vélos. Donc tout ça fait que Paris est déjà reconnu au niveau mondial par l'action d'Anne Hidalgo à Paris et au niveau du C40. Paris a reçu la COP 21, qui est des réunions des États, mais n'oublions pas qu'au même moment, on a eu la réunion de 1000 maires pour le climat, autour d'Anne Hidalgo, avec Mike Bloomberg, et des principaux maires du monde, pour avoir une feuille de route des villes, en parallèle à celle des États, concernant les engagements pour le climat. Et heureusement, puisque les États n'ont pas tenu l'engagement, tandis que les villes aujourd'hui, ce sont celles qui sont sur le front. Et ce sont celles qui assurent, on le voit aux États-Unis, on le voit au Brésil. Donc ça, c'est un esprit visionnaire. Et donc Paris a été avant tout le monde et le reste aujourd'hui. Le reste aujourd'hui parce que le programme de Anne Hidalgo, quand elle a souhaité donc, proposer aux Parisiens de renouveler son contrat, elle a voulu aller encore au-delà par rapport au changement climatique et aller aux racines. Et elle a proposé donc, une vision basée sur 4 éléments, l'écologie, la proximité, la solidarité et la participation. L'écologie, elle a fait ses preuves. La proximité, c'est le concept de la ville du quart d'heure qui se trouve au cœur, une décentralisation urbaine et une nouvelle manière de vivre avec les big bands de la proximité. La solidarité, pour avoir une ville dans laquelle on soit dans une démarche d'inclusion et de rééquilibrage au niveau donc, de la qualité de vie. Et la participation, parce que c'est une ville pionnière au niveau du budget participatif. Ça vient de l'Amérique latine, de Porto Alegre, mais aujourd'hui, Paris, c'est la ville au monde qui a le plus important montant de budget participatif, 10% du budget de l'ancienne mandature, qui va être doublé maintenant à 20%. Donc aujourd'hui, Paris est une référence mondiale, non seulement pour le climat, mais parce que Paris a lancé, avec la maire Anne Hidalgo, cette vision d'un scientifique qui propose dans ses travaux de recherche donc, la ville du quart d'heure. Elle écoute les scientifiques, elle dit ça correspond à un besoin que nous avons aujourd'hui d'être transformation urbaine. Elle rentre dans cette dynamique, l'applique sur Paris, et c'est la première ville au monde à avoir au plus haut niveau une maire adjointe qui est en charge de la culture et de la ville du quart d'heure, et qui dans chaque quartier a maintenant un maire adjoint qui a une déléguée ou un délégué à la ville du quart d'heure. C'est exceptionnel, c'est unique, c'est le Paris que j'aime.